Assemblée nationale, la session commence par le débat sur la motion de censure. Conseil des ministres, incitation à la création d'entreprises et lutte contre la pollution des plages. La paix de Carter, le gouvernement israélien dit oui, les Arabes condamnent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec 2 semaines d'avance sur le calendrier prévu, les députés sont donc rentrés en classe aujourd'hui. La session extraordinaire du Parlement, convoquée à l'initiative du PC, du PS et du RPR, s'est donc ouverte à 16 h cet après-midi au son des roulements de tambour et sabre au clair. Mais oui, sabre au clair, car les gardes, pour la première fois, ne rendent plus les honneurs en présentant leurs fusils, mais en brandissant leurs sabres. Ce qui est, ma foi, moins dangereux, mais peut-être un petit peu plus belliqueux d'attitude. Mais là n'était pas l'important aujourd'hui. L'important, c'était donc ce débat sur l'emploi en une période si critique. On pensait que l'Assemblée nationale allait d'abord se pencher sur les propositions de création de 2 commissions déposées par le groupe RPR, mais en fait, ce sont les députés qui se sont d'abord engagés sur le débat sur la motion de censure, ou plutôt sur les motions de censure. Vous savez que l'une est socialiste, l'autre communiste. Georges Marchais nous l'a rappelé en direct hier soir dans ce journal. Georges Marchais que nous retrouverons dans quelques minutes à la tribune du Palais Bourbon avec François Mitterrand, Roger Chinot et Raymond Barre. Le temps d'aborder le 2e gros titre de l'actualité ce soir, le succès de la mission de Jimmy Carter au Proche-Orient. Succès incontestable et d'autant plus remarquable qu'il était, avouons-le, inattendu. Vous l'avez vécu presque en direct hier soir, tour à tour Menachem Begin puis Anwar el-Sadat ont fait d'ultimes concessions. Et c'est d'un cœur léger que le président américain est arrivé ce matin à Washington, arrivé presque triomphal. Malgré l'heure tardive, malgré la température plutôt fraîche, il y avait au moins 1 millier de citoyens enthousiastes pour accueillir la nuit dernière le président Carter à la base aérienne d'Andrews, l'aérodrome militaire de Washington. Il y avait les citoyens, il y avait aussi les officiels, le vice-président Mondale, le sénateur Frank Church, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, et beaucoup de parlementaires. Le président Carter s'est dit fatigué mais heureux. Il assure qu'il n'est pas allé simplement paraffer des accords conclus d'avance. Il reconnaît qu'il y avait des risques politiques pour lui et pour le prestige des États-Unis, mais, dit-il, il vaut la peine de courir des risques lorsqu'il s'agit d'une fin aussi noble qu'une paix à laquelle tout le monde aspire. Et tout à l'heure, Jimmy Carter s'est félicité de ce que les tout derniers obstacles entre l'Égypte et Israël aient été aplanis avec succès. En effet, le cabinet israélien venait d'approuver assez massivement, 15 voix contre 2, les propositions américaines de compromis. Et c'était là l'une des conditions émises par Menachem Begin à la signature définitive de l'accord. La seconde étant l'approbation de la Knesset, c'est-à-dire sa Chambre des députés. Il est temps maintenant de voir avec Édouard Laure ce qu'est le contenu exact de l'accord. Le Sinaï, le désert du Sinaï, conquis à l'Égypte pendant la guerre des 6 jours en 67. Ce sera sans doute le premier paragraphe de l'accord de paix. Il reviendra progressivement à l'Égypte avec évacuation des forces israéliennes dans les 9 mois qui suivront la signature de l'accord, les Égyptiens n'étant autorisés à y réinstaller que des effectifs limités. Quant au pétrole du Sinaï, découvert et exploité par les Israéliens depuis 10 ans, Begin en demandait une garantie de 2,5 millions de tonnes par an, 30% de la consommation israélienne, livrée directement. Refus des Égyptiens qui craignaient les réactions des autres pays arabes. Finalement, les Américains serviront d'intermédiaires en garantissant à Israël la livraison du pétrole du Sinaï pendant 10 ans. Deuxième paragraphe, la petite portion de territoire au nord du Sinaï, à la frontière d'Israël, la bande de Gaza, territoire conquis lui aussi en 67 et qui deviendra autonome en principe 1 an après la signature du traité. L'Égypte pourra y installer un bureau de liaison, mais sans militaires, après le refus catégorique de Begin. Le sort de Gaza semble donc, dans cet accord, avoir été dissocié de celui de la Cisjordanie, où l'on peut imaginer que là aussi sera installée une administration autonome, mais avec contrôle militaire israélien. En tout cas, ce sera là le premier traité de paix conclu entre un pays arabe et l'État juif depuis sa création en 1948, négocié par le président américain qui aura mis dans la balance la fantastique machine à dollars des États-Unis. Côté Begin, en garantissant l'approvisionnement d'Israël en pétrole et en finançant le retrait des bases du Sinaï.
côté Sadat, en garantissant à l'Égypte un plan Marshall de quelques 10 milliards de dollars. Les réactions maintenant, eh bien, cet accord a eu pour première conséquence le redoublement de manifestations à Jérusalem et dans les territoires occupés. Mais d'une manière générale, on peut dire avec Philippe Châtenay que le ton en Israël est plutôt au scepticisme ce soir. Le fantastique coup de théâtre qui a sauvé hier soir in extremis la mission de paix du président Carter au Proche-Orient n'aura déclenché aucune manifestation, que ce soit de joie ou d'inquiétude en Israël. Ici, par exemple, dans les rues de Tel Aviv, rien sur les visages ou dans les conversations ne laisse voir que Israël vit un moment crucial de son histoire. Certes, il y a la peur de voir un incident de dernière minute empêcher cette paix. Finalement, on n'y croira vraiment que lorsqu'elle sera signée, mais aussi dans les 17 mois qui se sont écoulés depuis la visite à Jérusalem du président Sadat, le simple mot de paix a perdu son effet magique sur les Israéliens. Beaucoup de choses ont arrivé depuis la visite du président Sadat. Un jour c'était comme ça, un autre jour comme ça. Je pense que le public est un petit peu sceptique. Il veut attendre quoi arrivera. Mais il y a des raisons plus profondes. Et les Israéliens ont l'habitude de guerre. Nous avons eu la guerre toujours pour 50 ans. Et il y a une certaine peur, une peur de paix, parce que la paix c'est une terre inconnue, on ne sait pas quoi arrivera, qu'est-ce que c'est la paix. On est sûr que la paix sera signée, mais chacun sait que ce n'est pas la fin, c'est seulement le début, parce que c'est une paix entre Israël et l'Égypte. Ce n'est pas la paix entre Israël et le monde arabe. Du côté égyptien, pas d'enthousiasme non plus. Le Caire ne s'est pas illuminé. Les habitants ne sont pas descendus dans la rue pour se féliciter bruyamment comme cela avait été le cas lors du voyage de leur président à Jérusalem il y a 6 mois. Ce voyage qui a rétrospectivement tant contribué à débloquer la situation. Et il est vrai qu'en Égypte, on s'inquiète quelque peu de la réaction des autres pays arabes. Réaction, à vrai dire, attendue. Ce sera, et c'est déjà, Georges Bortoli, un nom presque unanime. Oui, aucune illusion n'est possible ce soir. La quasi-totalité du monde arabe est contre M. Sadat, même l'Arabie Saoudite, qui prend très mal le fait qu'on ait laissé de côté la question de Jérusalem. Alors, de quelles armes disposent ces pays arabes contre Anwar el-Sadat? Des armes solides. Il y a l'arme du pétrole, bien entendu, qui aujourd'hui est presque une arme absolue. Il y a cette pluie de dollars, de dollars saoudiens, qui a arrosé l'Égypte et qui risque de ne plus l'arroser, même s'ils sont remplacés par des dollars américains, ce qui est possible, ce qui est même prévu. Il y a l'appui soviétique, ce qui n'est pas négligeable non plus. Cela dit, Anwar el-Sadat a quand même quelques atouts pour lui. Oui, il y a l'appui américain, cela va sans dire. Et puis il y a aussi le fait que les pays qui sont contre lui ne sont pas tout à fait unis, n'est-ce pas? Dans ce qu'on appelait naguère le front du refus, il y a les pays dits progressistes, il y a les pays dits modérés. Et ces pays modérés, qui sont des pays pro-occidentaux, n'ont pas non plus envie d'aller trop loin, c'est-à-dire de renverser Sadat, c'est-à-dire de provoquer une déstabilisation politique en Égypte. C'est un petit peu dangereux, à leur avis. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le sort de M. Sadat ne dépend pas seulement de l'opposition des Arabes, il est dans une certaine mesure entre les mains de M. Begin, car le fond de la question, c'est l'affaire palestinienne, l'affaire des Palestiniens, bien entendu. Alors, si on a l'impression que ça progresse, que les Palestiniens vont plus d'autonomie, en particulier en Cisjordanie, à ce moment-là, ça désamorce un petit peu les tentatives des ennemis de M. Sadat, ça désamorce l'agitation en Cisjordanie, et la partie devient jouable pour Sadat, difficile mais jouable. Seulement, pour que la question palestinienne progresse, il faut que les Israéliens, comme les Égyptiens, y mettent du leur, ce qui fait que tout le monde est solidaire de tout le monde, et que entre les deux signataires de la future paix qui va être signée, eh bien, une espèce de complicité objective. Et puis on n'a pas évoqué la flambée possible du terrorisme palestinien, qui est toujours possible, effectivement, après cet accord, donc Sadat, Carter, Begin. Et puis voyez-vous, la coïncidence du calendrier a voulu qu'aujourd'hui, pour la première fois, un soldat israélien soit échangé contre des prisonniers palestiniens. Cet échange, dont le principe avait été arrêté il y a plusieurs mois, s'est déroulé, vous le voyez, sur l'aéroport de Genève. Les deux plateaux de la balance ne sont pas très égaux. D'un côté, un Israélien, donc, fait prisonnier il y a 1 an.
de l'autre, 66 prisonniers palestiniens. L'opération a duré très longtemps car il s'agissait d'identifier et de répertorier très précisément chaque prisonnier. Voilà, je crois qu'il est temps maintenant de revenir au débat sur la motion de censure, sur la session extraordinaire du Parlement. Jean-Louis Le Senne a eu le temps de synthétiser les différentes interventions des leaders politiques à la tribune. Il a fallu plus d'1h30 de suspension de séance en début d'après-midi pour que les membres du bureau de l'Assemblée nationale arrivent à se mettre d'accord sur l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Finalement, l'UDF s'étant retiré de la discussion, c'est la thèse communiste et socialiste qui a prévalu. On a commencé cette session par un débat commun sur les 2 motions de censure déposées par l'opposition, un débat qui doit se poursuivre en séance de nuit ce soir. Demain et après-demain, on débattra de la création des commissions d'enquête demandées par le RPR, pour revenir sur le vote des motions de censure vendredi après-midi, soit 48 heures après leur dépôt. Cet après-midi, donc, premier orateur, M. Georges Marchais. Comme on pouvait s'y attendre, le secrétaire général du Parti communiste a procédé à une attaque en règle de la politique menée par le gouvernement de M. Raymond Barre. M. Marchais en a profité pour critiquer la politique européenne de Valéry Giscard d'Estaing avant de s'en prendre personnellement au chef du gouvernement. Dans tout le pays, vous répétez imperturbablement cette même rengaine en restant sourd aux protestations et insensible au malheur que vous causez. Vous semblez même y prendre un malin plaisir, puisant dans la montée du rejet populaire de votre politique des raisons supplémentaires pour étayer la haute opinion que vous vous faites de vous-même. Et lorsque ces cris sont trop forts, lorsque les luttes des ouvriers, des employés, des paysans et des intellectuels deviennent trop puissantes, trop gênantes à votre goût, c'est par la violence, par le recours aux compagnies d'intervention que vous leur répondez. Pour la motion de censure socialiste, la parole est alors donnée à François Mitterrand. Après avoir critiqué l'attitude de Jacques Chirac, qui demande en mars une session extraordinaire alors qu'il l'avait refusée lorsque les socialistes la proposaient en janvier, le premier secrétaire du PS attaque tous azimuts le Premier ministre. Politique étrangère, politique économique et bien sûr emploi. Nous déposons une motion de censure parce que nous voulons changer la politique, parce que nous voulons une autre politique de l'emploi, et là-dessus, avant que plusieurs de nos collègues socialistes ne s'expriment, notamment Pierre Mauroy dans cette même séance, je me contenterai de rappeler à ceux qui veulent bien m'entendre le Tour de France du chômage, le tragique Tour de France. Nord, Lorraine, sidérurgie, encore Lorraine, les Vosges, le textile, vallée du Rhône, la chimie, Provence, chantier naval, Bretagne aussi, Corrèze, Haute-Loire, Ardèche, les tanneries, Saint-Étienne, Manufrance. Faut-il continuer? Faut-il ajouter à ce compte les 16 000 ou à peu près faillites et liquidations judiciaires qui ont frappé les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, petits entrepreneurs? Faut-il faire le compte des exploitations familiales agricoles, petites et moyennes, disparues au cours de ces dernières années en voie de disparition? Le RPR a décidé de ne pas prendre la parole dans le débat sur les motions de censure. Il n'est, dit-il, pas concerné. En revanche, Roger Chineau, pour l'UDF, avant que le Premier ministre n'intervienne en personne, M. Chineau a tenu à défendre à la tribune la politique du gouvernement. Il faut, qu'y compris devant ces difficultés, c'est tout au moins notre position et notre volonté politique, il faut que la majorité reste unie. D'une part parce que les Français l'ont souhaité, d'autre part parce qu'ils nous ont fait confiance pour cela, et enfin parce que c'est à cette condition seulement que sera possible la poursuite de l'effort. Bien sûr, Monsieur le Premier ministre, nous ne voterons pas la motion de censure, car les Français ne comprendraient pas notre attitude et sanctionneraient d'ailleurs, j'en suis certain, ceux qui seraient tentés d'ajouter par une crise politique sans objet et sans finalité à leurs difficultés et à leurs incertitudes.
Il faut que nous comprenions que c'est par une action continue que nous réussirons à créer des emplois qui soient sains et durables. Bien entendu, cela n'empêche pas le gouvernement de mener une politique spécifique de l'emploi. 44 milliards de francs sont à l'heure actuelle consacrés à l'indemnisation du chômage pour 22 milliards de francs, à la formation professionnelle pour 14 milliards de francs, aux mesures en faveur des jeunes pour 6 milliards de francs et à des aides à l'emploi pour plus de 2 milliards de francs. Voilà ce que fait le gouvernement et je suis prêt à accepter toute comparaison entre la politique qui est menée par le gouvernement et d'autres politiques qui ont été menées en France ou qui sont menées à l'étranger. Je suis prêt à accepter cette comparaison en toute sérénité. Voilà, le débat va maintenant se poursuivre demain. Daniel Brem, quel a été le climat de celui d'aujourd'hui? Bien écoutez, pas de fait saillant. Cela manque de tenue, se disait tout à l'heure Robert Poujade, et M. Fabre ajoutait, le vrai débat sur l'emploi reste à faire. En fait, nous avons assisté à un débat mezzo voce entre M. Barre et l'opposition. La majorité dans son ensemble a écouté et applaudi le Premier ministre assez souvent, et surtout lorsqu'il a parlé de la France. Mais à ce moment-là, M. Chirac, qui était venu avec ses béquilles et qui était resté tout à fait à l'extrême droite de l'hémicycle, avait quitté le banc où il se trouvait. Il n'a donc entendu ni M. Chinaud ni M. Barre. Et on a noté qu'il avait écouté en revanche M. Marchais et M. Mitterrand, un François Mitterrand qui, s'il a ironisé sur le RPR, avait en fait paru ménager souvent M. Chirac. Alors vous avez parlé de M. Chirac, mais on n'a pas vu de RPR à la tribune. Eh bien écoutez, il était prévu que dans le débat sur la censure, on n'entendrait aucun orateur RPR. Mais ce que le RPR espérait, c'était ouvrir le débat sur ces commissions d'enquête. Or là, c'est l'opposition qui a tiré les marrons du feu et M. Marchais se frottait les mains dans les couloirs. Et Roger Chinaud, qui lui avait fait le mort à la conférence des présidents, estimant que les signataires de la convocation du Parlement devaient se débrouiller entre eux, eh bien, se voyait taxé de pas mal de noms d'oiseaux dans les couloirs ce soir, et les propos incendiaires du RPR estimaient qu'ils nuisaient à l'unité de la majorité. Il faut dire que le RPR sait que demain, la discussion sur ces commissions d'enquête ne va pas se passer sans difficulté, car l'UDF s'opposera à la création d'une commission sur l'information et les socialistes, l'UDF et probablement les communistes veulent amender la commission sur l'emploi. Au fond, ce qui ressort surtout de ce débat, voyez-vous, ce soir, c'est la division de la majorité et l'éclatement plus net encore que d'habitude de l'opposition sur l'Europe. Au fond, chacun a fait cuire sa petite soupe sur son petit feu dans son petit coin, comme disait le général de Gaulle. J'ai une dernière question à vous poser, Daniel Brem. Très franchement, combien de députés étaient présents en séance? Est-ce que les 315 étaient là? Ils étaient extrêmement nombreux, il y avait très peu de sièges vides, et c'est presque un signe, même M. Dassault était là. Merci beaucoup. Et pendant ce temps, les sénateurs, eux, se sont retrouvés aujourd'hui dans une situation bien curieuse. Ils n'ont été saisis d'aucune proposition de résolution ou texte de loi. Par ailleurs, ils ne peuvent mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Bref, ils ont été convoqués pour rien, ou presque. Et pour en finir avec ce dossier, à l'origine duquel se trouve quand même la situation de la sidérurgie, sachez qu'à son tour, la direction de Sassilor-Solac s'est engagée devant les syndicats aujourd'hui à trouver une solution pour chaque cas individuel, ce qui fait que les 8500 suppressions d'emplois prévues par son plan ne se traduiraient par aucun chômage. Jacques Mailloux, le président de Sassilor, est persuadé que son groupe passe suffisamment de souplesse pour arriver à cela. Et du côté d'Usinor, à Denain, pas d'incident, mais un abattement évident des ouvriers aujourd'hui, après la confirmation de la fermeture de la scierie. Pour Jacques Chérec, de la CFDT, il faut garder un noyau dur d'installations sidérurgiques à Denain et à Longwy. Il nous faut maintenant reparler de l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères a en effet présenté sa démission. M. Karim Sanjabi n'était plus d'accord avec les orientations du gouvernement Bazargan, un gouvernement qui a encore permis cette nuit 5 nouvelles exécutions. Et puis, en Chine, un accident aérien très dramatique. Un avion militaire s'est écrasé sur une usine dans la banlieue de Pékin. On parle de 200 morts. Et il n'y avait qu'une dizaine de passagers dans l'avion. Et puisque nous parlons souvent de nos amis belges, sachez que le prix de l'essence va augmenter à partir de demain. Je vous dis cela car j'ai souvent parlé des baisses successives du précieux liquide là-bas. Il sera désormais de l'ordre de 2,51 francs, 2 francs français.
Et cela me permet de vous dire qu'en France, André Giraud, le ministre de l'Industrie, a pris un engagement pour François. Il n'y aura pas, dit-il, de ticket d'essence. Au Conseil des ministres de ce matin, d'abord une évocation du drame de la Moco Cadiz. Il y a un an tout juste ou presque, Michel Orlano a fait le point sur la lutte contre les pollutions marines et notamment sur la pollution des plages. Deux grands problèmes subsistent après la catastrophe de la Moco Cadiz. Tout d'abord les abers et les baies dont les fonds sédimentaires sont encore très pollués. Et puis aussi des secteurs localisés sur la côte, des sortes de plages millefeuilles. À certains endroits, des couches d'hydrocarbures de quelques centimètres d'épaisseur reposent dans le sable jusqu'à 1 mètre de profondeur. Le nettoyage reste inefficace. Un nouveau bilan devra donc être dressé au mois de mai, après les tempêtes. Autre pollution sur les plages françaises, les déchets solides. En 1978, plusieurs départements ont acquis des machines à nettoyer. Il faudra aussi convaincre les villes du Midi d'en acheter le plus tôt possible. À noter aussi le problème particulier de la région Aquitaine, véritable poubelle des déchets rejetés par les bateaux espagnols. À ce sujet, la France et l'Espagne viennent d'entamer un dialogue pour étudier des actions communes contre ces rejets. Reste enfin la pollution bactériologique. Depuis 1972, un réseau de surveillance a été mis en place grâce à un système de relevé. Sur les 1200 plages françaises auscultées l'année dernière, 15 ont été fermées. Un point noir subsiste, les villes balnéaires, dont les stations d'épuration sont insuffisantes ou même fonctionnent mal pendant l'été. On le voit, la protection des plages doit donc être accrue dans les prochains mois. C'est-à-dire, pour revenir à la Moco Cadiz, tous les responsables bretons du tourisme qui vont se retrouver ce week-end à Morlaix peuvent déjà vous dire que la Bretagne est prête à vous accueillir. Elle est vraiment tout à fait propre et elle aimerait surtout connaître cette année une saison touristique moins désastreuse que celle de l'année dernière. Au Conseil, toujours, la nomination d'un monsieur création d'entreprise. Ce sera Daniel Rofast, le PDG des chaussures Kickers, que nous entendrons dans notre dernier journal. Et puis lundi, à 13h15, la page spéciale de notre journal de la mi-journée sera précisément consacrée aux créations d'entreprises. Controverse aujourd'hui entre ministère de l'Éducation et syndicats à propos de ce que l'on appelle déjà la nouvelle carte scolaire de la France. Il s'agirait de supprimer quelques 400 classes et surtout d'économiser ainsi 30 000 postes d'instituteurs en 5 ans. Christian Belac vient de démentir, mais les syndicats n'en ont pas moins manifesté aujourd'hui. Jean-Michel Mercurol. Ils étaient 10 000 ce matin, instituteurs, professeurs de collège, étudiants d'école normale venus de toute la France pour protester contre la politique de leur ministre, Christian Belac. Non aux fermetures de classes, non aux suppressions de postes, c'est ce qu'ils ont scandé entre Bastille et Palais Royal. La diminution des effectifs scolaires, a expliqué Guy Georges, le secrétaire général des instituteurs, ne doit pas être l'occasion d'une réduction des moyens de l'enseignement. Depuis janvier, on entend l'administration nous dire qu'elle va fermer des centaines de postes de classes élémentaires, d'écoles rurales. En ce moment, les recteurs veulent fermer des centaines de postes de PEGC, alors que des besoins pour la qualité de l'enseignement existent toujours. Nous disons que nous n'avons jamais refusé d'examiner l'évolution de la démographie, l'évolution de la situation scolaire, mais à une condition, c'est que jamais ne soit mise en cause la qualité de notre enseignement. Parallèlement à cette exigence des syndicats d'un enseignement de qualité qui profite précisément de la baisse des effectifs scolaires, le SNI entend mener une action énergique pour défendre écoles normales et centres de formation des professeurs qu'il pense être menacés. L'émotion s'était accrue encore ces derniers jours depuis qu'on prêtait à Christian Belac l'intention de supprimer d'ici à 5 ans 30 000 postes d'instituteurs. 30 000 postes en moins, les réponses de M. Coineau, le directeur des écoles. Ce n'est ni vrai ni sérieux. Comment pourrions-nous imaginer qu'un ministre aille jusqu'à envisager de mettre à la porte des écoles 30 000 instituteurs? Ce n'est pas sérieux. Non, il s'agit, comme je vous l'ai dit, de rechercher la meilleure utilisation des instituteurs actuellement. Alors une meilleure utilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire alléger les effectifs, notamment des petites classes où tous décident, au cours préparatoire, au cours élémentaire. Ça veut dire améliorer le remplacement. Ça veut dire envoyer des personnels pour se spécialiser, pour ouvrir des groupes d'aide psychopédagogique. C'est une politique de qualité qui se fait dans chaque département et les départements conservent la totalité de leurs moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes actuellement en train de préparer la rentrée scolaire. Et cette préparation, non pas se négocie, mais se concerte actuellement dans tous les départements. Et il s'agit de voir là où nous devons ouvrir,
quelle politique de qualité nous devons entreprendre et naturellement là où il est justifié de fermer des classes. Je ne dis pas des écoles entières, je dis des classes. Je dis tout de suite qu'il n'y a pas de suppression de postes d'instituteurs. On veut faire croire qu'il y a suppression de postes. Il n'y en a pas. Au contraire, puisque cette année, au budget, sont inscrits 800 postes nouveaux. Il y aura donc 800 postes nouveaux d'instituteurs, d'injectés, si j'ose dire, dans les départements qui en ont le plus besoin. Où est l'austérité ? Coupure de courant décidée par l'EDF ce matin entre 10h et 11h dans la région parisienne et dans l'ouest, à la suite d'une baisse de production plus importante que prévu. Baisse de production qui est la conséquence de mouvements de grève provoqués par la CGT et la CFDT pour protester contre les sanctions infligées à 28 agents à la suite d'un arrêt de travail dans l'ouest. La CFDT n'a pas exclu de poursuivre son action au-delà de vendredi. Publication demain de la première encyclique Redemptor Hominis de Jean-Paul II. La première encyclique, c'est toujours en quelque sorte un programme de présentation dans lequel l'évêque de Rome révèle les grandes lignes de son pontificat. Philippe Arroir a fait œuvre d'historien et remonte 40 ans en arrière jusqu'à Pie XII pour nous parler des différentes encycliques. Une encyclique est une lettre adressée par le pape aux évêques, au clergé, aux fidèles. Elle traite de doctrine, de morale ou de discipline en rapport avec l'actualité spirituelle. On la désigne par ses premiers mots en latin. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un règlement douanier, ce n'est pas un ordre du jour d'un général, c'est un appel fait par la plus éminente personnalité de l'Église, par celui qui cristallise la vie de l'Esprit Saint, de Dieu dans l'Église, et à tous les chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté. Je crois que pour chaque chrétien, ce qui est important, c'est de suivre sa conscience. Mais cette conscience, elle doit être éclairée, et pour chaque chrétien, il est très important qu'elle soit éclairée par celui qui a mission de la rendre forte. Pie XII fut un pape prolixe en matière d'encyclique. 34 lettres au cours de son pontificat, parmi lesquelles une contre la guerre et une sur l'envoi de missionnaires dans les pays qui manquent de prêtres. Jean XXIII, lui, traite de sujets aussi divers que le curé d'Ars, le rosaire ou le pape Léon le Grand. Mais on retiendra surtout 3 grands textes, Mater et Magistra sur les problèmes sociaux, Penitentiam Facere sur la préparation du concile et surtout Pacem in Terris sur la paix dans le monde. Cette encyclique deviendra même un oratorio mis en musique par Darius Milhaud. La première encyclique de Paul VI a pour thème « Comment l'Église doit accomplir sa tâche aujourd'hui ». Elle préconise la réforme de l'Église, la nécessité d'un dialogue avec les non-croyants et avec les églises séparées de Rome. Paul VI, pape voyageur, consacre une lettre à la paix dans laquelle il exprime son angoisse devant les tensions internationales. Dans Populorum Progressio, il se prononce sur le progrès des peuples. La question sociale, dit-il, est devenue mondiale. Le développement des peuples doit être un acte solidaire. Dans le texte suivant, Paul VI se prononce sur le maintien du célibat des prêtres. Nous sommes en 1967. Cette position fait grincer quelques dents. Mais l'année suivante, les réactions sont plus vives. C'est Humanae Vitae. Le pape condamne toutes les méthodes artificielles de contraception ainsi que l'avortement thérapeutique. La première encyclique d'un pape est souvent très importante car elle donne une idée du programme de son pontificat. Jean-Paul II publiera donc son premier document demain. Il traite de la foi, de la dignité de l'homme, de la mission de l'Église et du service de l'humanité. Actualité sportive avec tout d'abord 2 mots de patinage artistique pour vous dire que Jean-Christophe Simon a effectué un excellent début dans les championnats du monde qui ont commencé hier à Vienne. Il s'est en effet classé 6e des figures imposées. Vous verrez par ailleurs les phases principales de la journée sur Antenne 2 à partir de 22h15. Commentaires de Léon Zitrone et de Jean Marquet. Mais il y a surtout du cyclisme avec la 7e et dernière étape de Paris-Nice, en fait coupée en 2. Une étape qui fut à l'image de la course, sans surprise, comme le vainqueur de Paris-Nice, Job Zoetemelk. Et le Hollandais s'était d'ailleurs mis à l'abri d'une surprise, et ce n'est pas Bernard Hinault ici qui nous contredira. En petite forme, le Breton n'a pas forcé la cadence outre mesure. À la recherche de la condition, Paris-Nice arrivait trop tôt pour lui. Il est 5e de cette étape et il restera à sa place 6e au classement final. Henke Lubberding, en revanche, s'affirme d'année en année. Vainqueur d'une étape au Tour de France à Pau l'an passé, champion de Hollande, il sera bientôt l'égal de Knetemann dont il est l'équipier. Mais ici, l'équipier brise ses chaînes et s'impose devant son leader. Il est 2e de l'étape à moins de 7 secondes du premier. Le premier de l'étape, ce n'est donc pas son ami Knetemann, pourtant très à son avantage habituellement dans ce col d'Aise, mais dans ce Paris-Nice, il aura connu un grand faux pas dans la 3e étape. Depuis, il ne s'en est jamais relevé.
Il sera même devancé par un Belge étonnant du nom de Willems. Knetemann ne pouvait rien contre son compatriote installé en France, Joop Zoetemelk. Un début de saison donc difficile pour le champion du monde. Joop Zoetemelk est comme le bon vin, il se bonifie en vieillissant. Jamais il n'a été aussi fort. Et pour montrer qu'il est bien le meilleur, il gagne cette dernière étape et bien entendu le classement final de Paris-Nice pour la 3e fois. Quelques chiffres avant de passer à la météo. D'abord les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé qui se disputera demain à Évry. Elle a choisi, vous le voyez, le 9, le 17, le 8, le 3, le 1, le 11, le 4 et le 15. Ensuite, le loto, comme tous les mercredis, voici donc la combinaison gagnante, le 19, le 20, le 25, le 32, le 36 et le 45, numéro complémentaire, le 13. La météo donc aujourd'hui temps médiocre sur une grande partie du pays, c'est-à-dire gris avec des pluies, sauf sur la Provence et sur les Alpes du Sud, qui ont bénéficié d'un peu de soleil. Demain, risque de voir le temps se détériorer davantage, moitié nord-ouest très nuageux et couvert avec des pluies. Ailleurs, temps plus frais, avec de fréquentes giboulées. Sur le midi, vous l'avez vu, des averses souvent accompagnées d'orages. Voilà, avant de nous séparer tout à fait, les rendez-vous de l'information sur Antenne 2 en fin de soirée vers 23h10. Pierre-Alain prendra mon relais pour la dernière édition. N'oubliez pas demain midi le journal de Patrick Lecoq, Jean-Pierre Guérin et Raymond Tortora, Antenne 2 midi. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à composer celui-là, je vous remercie de votre fidélité et je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain. Bonsoir.